Et je vais appeler pour la conclusion notre président d'honneur, Bernard Massingue, qui va très certainement en 10 minutes, un quart d'heure, nous brosser une conclusion brillante et une synthèse, et puis peut-être des projections. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir maintenant. Au moment où on m'a demandé de venir à ce colloque pour le conclure, je lisais un texte de Gustave Flaubert qui dit entre autres « La bêtise consiste à vouloir conclure ». Donc je ne vais pas conclure, parce que je ne veux pas être bête, mais plutôt quelques réflexions critiques et subjectives qui s'appuient sur mes idéologies, mais aussi mon expérience. Et compte tenu de la richesse des débats qui ont eu lieu, je m'engage cependant dans ces réactions à ne pas dépasser 23 heures. Alors, la métamorphose de la fonction RH, cette métamorphose, elle sera sans fin, du moins tant qu'il y a des organisations, parce que qui dit il y a des organisations, il y a des mouvements, et qui dit mouvement, il y a des métamorphoses. La question étant de savoir quelles sont les métamorphoses qui sont progressistes et quelles sont les métamorphoses qui sont régressives. Et il y en a. Alors, je vais être très... compte tenu du temps que j'ai eu pour faire cet exposé, je vais être un peu baroque, et je m'en excuse, mais j'espère que vous vous y retrouverez. Le premier point, quand même, on parle beaucoup de la fonction RH. Moi, il y a une question que j'aimerais qu'on se pose, c'est qui serait un bon indicateur, c'est quelles sont les évolutions des emplois dans les directions de ressources humaines. Moi, j'ai observé qu'il y a des diminutions d'effectifs, c'est-à-dire qu'en pourcentage du nombre de salariés, la fonction RH a moins d'effectifs aujourd'hui qu'elle en a eu à une certaine époque. Donc, il y a une régression, si vous voulez, quantitative de la fonction RH. Et puis, il y a un deuxième point, c'est qu'il y a une évolution qualitative de cette et moi c'est intéressant parce que quand on a parlé de marketing de la RH, moi je constate qu'il y a beaucoup plus de progression d'embauche ou de nomination sur les fonctions de communication interne que sur le recrutement de compétences dans le domaine de la qualification et du travail. Donc, méfions-nous du marketing RH aussi. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion, c'est faire... Moi, j'observe quand même qu'il y a une distinction de plus en plus forte entre ce que j'appelle les emplois stratégiques, on me parlait de talent, je reviendrai sur le mot de talent tout à l'heure, et puis tous les autres. C'est-à-dire qu'on cherche à... on pilote des emplois stratégiques, c'est-à-dire les dirigeants et les experts, et puis qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Ce qui fait quand même du nombre, dans les grandes entreprises, je parle. Hein. Et ben moi, ce qu'on peut observer, c'est que les autres, on cherche à les externaliser, à travers la sous-traitance, à travers l'intérim, à travers l'auto-entrepreneur, et d'ailleurs, c'est... sur la sous-traitance, l'intérim, etc., ce sont des décisions qui se prennent davantage au niveau du management qu'au niveau de la DRH. Alors, quand on parle de progrès et d'expérimentation, que fait-on de ce facteur-là, quoi? Enfin, on fait quoi en clair, on fait quoi de ceux qui n'ont pas de talent, quoi? Et alors, ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que quand on regarde là, tous ces emplois stratégiques, moi j'observe qu'on les accompagne, on les chouchoute un peu, parce qu'on a besoin d'eux, ils ont de l'expertise, etc., et qu'on les accompagne, ils ont le droit d'avoir des coachs pour eux-mêmes, etc. Ils passent une bonne partie de leur temps à gérer leur carrière, en particulier le soir après 18h30 dans les sièges. Et puis, ce que je note, c'est que moins on est qualifié, plus on doit être entrepreneur de soi-même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une contradiction là-dedans? Et ce qui d'ailleurs met en évidence
toute l'importance, l'innovation sociale que représente le conseil en évolution professionnelle, à condition que ce conseil en évolution professionnelle soit non prescriptif, c'est-à-dire que ce soit un instrument qui permette à la personne de faire ses choix, de prendre ses décisions, et non pas tel profil, tu devrais faire cela. Troisième point, alors on a beaucoup parlé, en fait, ça tournait autour de notre débat sur le management des ressources humaines. Et il me semble, moi, que il me semble qu'on ne l'a pas assez dit, que le management des ressources humaines, c'est un copilotage entre la direction des ressources humaines et le management, chacun ayant une responsabilité singulière là-dedans. C'est ça que je voudrais mettre en évidence. C'est-à-dire que le management, il est manager de la compétence, parce que la compétence, elle ne peut s'observer que sur le terrain du travail. Et donc, c'est le rôle non négociable, non délégable du management, et du management de proximité, de la gestion de sa ressource humaine, c'est-à-dire de la gestion des compétences, c'est-à-dire de l'optimisation du fonctionnement grâce à la compétence individuelle des personnes et grâce au système de coopération qui s'établit entre eux pour fabriquer quoi? De la compétence collective, parce que on ne le répétera jamais assez, dans la compétence collective, il y a toujours nécessairement une composante de compétence collective. Et puis, il y a le rôle du management et le rôle de la DRH, ça c'est le rôle du management. Et c'est pas délégable et il doit avoir. Et à la limite, d'ailleurs, pour parler de la formation tout à l'heure, moi je voudrais très bien à ce que le budget de la formation autour de la question de la compétence soit un budget qui appartienne au management et pas un budget qui appartienne à la DRH. Par contre, alors, la DRH, elle a une responsabilité autour de l'adéquation des qualifications par rapport aux beaux emplois, par rapport aux mutations, par rapport aux reconversions, par rapport à la construction d'un lien social au niveau de l'entreprise, de faire communauté, etc. Et moi, je crois qu'il y en aurait tout intérêt à ce que la distinction des responsabilités entre management des compétences d'un côté, management des évolutions de l'autre, soit beaucoup plus claire. Et puis aussi mettre en évidence que dans cette responsabilité de management de la compétence par le management, celui-ci a largement et longuement besoin d'être aidé, et quelles sont les formes à donner pour qu'il puisse être aidé dans cette responsabilité qui n'est pas délégable. Et ça nécessite donc des qualifications du réseau RH pour sa responsabilité, des managers, en faisant, ça a été dit tout à l'heure, une distinction indispensable entre le leadership et la compétence dans le management des ressources humaines. Le leadership, le leader, c'est une propriété personnelle. La compétence, c'est de la qualification. Être leader, être manager de la ressource humaine, ça a des exigences, ça nécessite des systèmes de qualification, et on le voit bien. D'ailleurs, moi je pense en plus que on parle des hôpitaux, on parle des écoles, etc., etc. J'ai vraiment le sentiment que dans ces structures-là, c'est bien un déficit de management de la ressource humaine par le management qui est cause de beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Et si, voilà. Après, j'ai entendu autour du débat là, sur conflit alors, s'il n'y a pas de débat. Et je rappelle d'ailleurs que les Grecs nous ont appris que le débat, c'est l'indicateur du débat, c'est si on accepte de changer d'avis après l'issue du débat. Oui. Et c'est une bonne définition pour voir si correctement, effectivement, dans le dialogue social, il y a effectivement débat, ou s'il y a simplement une liturgie, j'allais dire, dans laquelle chacun a ses billes au départ et on n'en changera pas. Alors, je continue. Alors après,
Alors oui, j'en profite pour dire quand même que dans cette table ronde, mais comme dans tant d'autres d'ailleurs, c'est que, à une exception près, le danger d'illustration de ce qui se fait dans les seules grandes entreprises, qui effectivement, mais Vivier l'a dit tout à l'heure, elles n'ont pas le monopole des emplois, de loin pas. Et qu'il y a une surveillance à faire, au niveau à tout point de vue, entre ce que dit le marketing social et ce qui se pratique dans la réalité. Il peut y avoir des différences. Alors après, on a beaucoup parlé de talent. Alors moi, c'est une réflexion que je me fais depuis longtemps sur l'ambiguïté du terme de talent et pourquoi il est tellement utilisé pour autant. Et alors, j'ai un élément de réponse que je vous propose, mais ça vaut ce que ça vaut. Parce que le talent, c'est Depardieu, il a du talent, mais est-ce qu'il est gérable? Ouais. Et donc, si on généralise cette réflexion, est-ce que le contrat de travail, en fait, pour ces talents, parce que les talents, c'est au niveau des tops, hein, je veux dire, c'est pas au niveau des experts et des emplois stratégiques. Et est-ce qu'il n'y a pas une évolution à travers le mot talent, gestion des talents et l'appellation du talent, est-ce qu'il n'y a pas une évolution d'une gestion par le contrat de travail historique vers une gestion par des espèces d'une sorte de contrat de prestation qui n'est plus un contrat de travail et qui se rapprocherait d'ailleurs d'un contrat commercial. C'est une question que je me pose. C'est-à-dire, derrière le mot de talent, derrière l'ambiguïté du mot de talent, devant la spécificité du talent, est-ce qu'on n'est pas en train de construire de manière souterraine une évolution des contrats de travail pour ces publics-là vers des contrats de prestation, et ça arrive. Je peux citer un grand groupe, je ne le citerai pas, mais je peux citer un grand groupe dans lequel un des directeurs essentiels, d'une des grandes divisions du groupe, n'est pas salarié du groupe, il est en contrat de prestation. Alors on les chouchoute, et puis si ça ne va pas, on les vire, ce qui est d'autant plus facile, puisqu'on est dans l'ordre de la prestation et non pas dans l'ordre du contrat de travail. Sur l'expérimentation, on a parlé de l'expérimentation et on a dit qu'elle ne se faisait pas sans co-construction, ce qui est évident, mais alors d'abord, est-ce que cette expérimentation, attention à ce qu'elle soit généralisable, parce qu'on peut faire de l'expérimentation qui n'est pas généralisable, mais ça m'amène à une réflexion plus importante, c'est-à-dire il n'y a de bonnes expérimentations que si elles ont été évaluées. Et c'est une question que la fonction RH doit se poser, qui est la question de son évaluation, de ce qu'elle fait. Et il y a peu d'évaluation. On passe d'une expérimentation à une autre expérimentation pour montrer qu'on est dans le progrès, pour montrer qu'on bouge, pour montrer qu'on est quand même performant, tout ça. Mais en fait, il y a très peu d'évaluation. Moyennant quoi, ça permet d'ailleurs de réinventer les matières plastiques avec un nom un peu différent quand même pour montrer mais que l'acteur et le système, ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. La fonction RH, du coup d'ailleurs, comme il n'y a pas d'évaluation, la fonction RH n'a pas de mémoire. Elle a beaucoup de bouquins, mais elle n'a pas de mémoire, et parce qu'elle n'évalue pas beaucoup, et d'où cette réinvention de l'eau chaude. Sur le télétravail, effectivement, alors c'était dans le débat, c'est que, et là c'est un indicateur quand même sur lequel il faut réfléchir, c'est que sur le télétravail, ignorer, le télétravail c'est ignorer la compétence collective. Et je crois je peux me permettre, puisqu'on me demande d'intervenir, je pense que la question de la compétence collective est une question de management, pas de réflexion, etc., un management très très concret sur la question de comment j'anime le rôle du management, j'anime la compétence, je crée et j'anime la compétence collective. Alors,
c'est beaucoup moins joli, si vous voulez, que gérer les talents, mais c'est plus concret, c'est plus nécessaire, me semble-t-il. Sur conflit et débat, j'y reviens. On a parlé de la relation entre la fonction RH et la fonction et la logique financière. Je crois qu'il faut être très concret. S'il n'y a pas de conflit, entre de la DRH avec la seule logique financière, alors la DRH n'est pas une fonction stratégique. C'est dans la mesure où il y a de la divergence, et l'acceptation de la divergence et la gestion de cette divergence entre la fonction ressources humaines et la fonction, et que se fabrique le compromis indispensable, dont on a parlé d'ailleurs, le compromis indispensable entre des logiques qui ne partent pas de la même chose et qui n'ont pas forcément les mêmes finalités. Antoine Ribouille, créateur historique de Danone, disait: quand j'ai une décision stratégique à prendre, je convoque mon DRH et mon directeur financier, et puis je les laisse se bagarrer, et puis je conclus. Aujourd'hui, j'aurais le sentiment que le Ribouille des temps modernes, il convoque son financier et son directeur de la com. Mais le problème qui se pose sur cette question de l'acceptation de la divergence et du conflit d'intérêts entre logique financière et logique ressources humaines, c'est une vraie question, c'est est-ce qu'il est de l'intérêt des directeurs des ressources humaines d'entrer en conflit avec la logique financière. Et en termes de gestion de carrière et en termes d'évolution de sa propre carrière, je ne suis pas sûr que ce soit la méthode principale. Mais ça, c'est une question lourde. C'est-à-dire, ça pose une question non seulement de la compétence de la fonction RH, en tant que techniquement, même si c'est très très important, mais la capacité d'un directeur des ressources humaines à accepter de s'affronter avec la seule logique financière, c'est une aptitude qui ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval et qui est vraiment problématique et qui en plus ne concourt pas nécessairement à sa reconnaissance par son institution. Donc c'est une question lourde. Mais s'il n'y a pas de conflit entre la logique financière et la logique RH, la fonction RH n'est pas une fonction stratégique. Malgré le discours, hein, enfin, Et puis, maintenant, j'en arrive, alors là, je vais être polémique. Bon, je me pose quand même, alors, Vivier je vais l'énerver, là. Moi, qu'est-ce que j'observe quand même? J'observe une dégénérescence du paritarisme. Je vais prendre deux exemples. Je veux dire, la loi de 2018 sur la formation professionnelle, et elle a été écrite par le MEDEF. Hein. Elle a été signée par des gens, mais elle a été écrite par le MEDEF. Et ça intéresse, et ça arrange. Ça arrange le patronat qu'il y ait tout ce que j'appelle le Canada Dry du paritarisme, c'est-à-dire des négociations au niveau interpro, avec des négociations au niveau des branches, au niveau des entreprises, etc., où on signe des accords, où on signe beaucoup d'accords, etc. Mais qu'en est-il de l'exécution? Qu'en est-il de l'effectivité de cela pour les salariés Je vais prendre deux exemples quand même. Dans l'accord, dans la loi qui résultait de l'accord, on parle du conseil en évolution professionnelle, obligatoire tous les 2 ans, l'entreprise est punie si elle ne le fait pas, etc., etc. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas de canton, il y a très peu de conseils en évolution professionnelle. Il y en a très peu, et j'allais dire à la limite, de manière un peu brutale, tout le monde s'en fout. Je veux dire, il y a un accord. Il y a une loi, il y a un accord, etc. Bon, je n'ai pas vu encore une seule fois une entreprise condamnée pour pas avoir exécuté ses responsabilités en matière de trucs, alors que bien évidemment il y en a. Idem d'ailleurs sur le nombre de CSP dans les entreprises.
et encore une fois, cette dégénérescence du patronat, pas du patronat, cette dégénérescence du paritarisme arrange complètement le patronat et sans doute un peu l'État, parce que ça leur permet de dire mais nous avons négocié, mais sous des modalités et sous des formes que l'on a imposées. J'ai pas de solution sur, bien évidemment, puis si j'en avais, je ne les dirais pas maintenant parce que ce serait trop long, mais il y a là une question, enfin, qu'on peut pas éviter, je veux dire, on peut pas éviter cette espèce en plus, la question du paritarisme s'inscrit dans les logiques de la social-démocratie, qui elle-même est réinterrogée, contestée, etc. Donc il y a des choses là-dessus sur parler de paritarisme, il faut le faire avec aujourd'hui, me semble-t-il, avec beaucoup de précautions. Oui. Alors, puis j'en terminerai pour respecter l'horaire, hein, c'est ça. Pour finir, je crois que on a écouté, on a entendu. Moi, je crois que l'innovation en matière de gestion des ressources humaines, c'est beaucoup plus dans les PME, dans les TPE, que dans les grandes entreprises, qui sont engluées un peu dans une liturgie de pratique, dans laquelle on signe des choses, mais dont l'effectivité, si vous voulez. Moi, je pense qu'il faudrait se donner le coup d'aller s'intéresser de près. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup, mais il y a des pépites dans les PME qu'on ignore et qui sont tout à fait intéressantes. Et qui mériterait d'être présenté dans des colloques. On en a eu un exemple. Il faut absolument qu'on aille chercher de l'innovation aussi dans ces endroits-là. Moi, j'ai un exemple très concret, c'est en Bretagne, l'entreprise ENAF, là, qui fait le pâté, ENAF et le pâté du Mataf, donc Anne-Florence connaît bien, et qui, sur la base d'un cahier des charges, a laissé les personnels qui utilisent les outils de gestion numérique, etc., de choisir le matériel qui leur convenait dans le respect du cahier des charges donné par la direction. C'est un exemple bête, mais on voit bien là qu'il y a de l'innovation, qui est de l'innovation concrète dans lequel et qui peut servir d'exemple. Et puis je crois aussi que l'innovation, on le trouve, on l'a trouvé, on le trouve et on le trouvera, ça c'est tant mieux pour vous. C'est tout ce qui se passe dans l'intérim. Il y a des choses très très intéressantes à observer sur comment la gestion des ressources humaines travaille, s'exerce. Alors, il y a le CDI d'intérimaire, des choses comme ça, mais il y a beaucoup de pépites à aller piocher, dans lesquelles il faut aller piocher. Il ne faut pas que les entreprises. Et alors, l'exemple de Madame dans la première table ronde, c'est de dire que d'où l'importance, et pour les gens des grandes entreprises, que ce soit d'ailleurs au niveau des DRH, que ce soit au niveau des partenaires sociaux, l'importance de voyager dans le monde du travail et de ne pas rester exclusivement dans son village. Ou son village, ou sa grande ville. Et qu'on a bien vu à travers son exemple, à travers son témoignage, la valeur ajoutée d'aller se confronter à des situations sociales et des situations économiques différentes. Alors attention, dans les PME et les TPE, il se passe le meilleur, mais il se passe également le pire. Et on sait bien, par exemple, que dans les start-up, le respect du code du travail est une légende. Voilà. Et puis pour terminer, et non pas pour conclure, j'aime bien la phrase d'Edgar Morin qui dit je suis optimiste parce qu'il se passe toujours des choses inattendues. Voilà. Donc, à revoir. Merci beaucoup Bernard. Il me reste donc à vous remercier, à la fois vous participants présentiels et nos amis qui étaient en ligne, dont on n'a pas pu poser les questions, mais on y répondra d'une autre manière. Et puis à nos intervenants évidemment. Et donc à bientôt pour à la fois un nouvel épisode de cette métamorphose et d'autres événements de l'Observatoire des cadres et du management. Merci beaucoup.